j'ai travaillé pendant 10 ans, pour acheter la maison de mes rêves, mais, le jour exact où j'ai reçu les clés, mes propres parents ont déposé une plainte frauduleuse, afin de me la voler pour couvrir le crime fédéral massif de mon frère. Alors, j'ai tendu un piège juridique sans faille, pour les détruire tous, à jamais. Vous pensez peut-être, que la prise de conscience la plus terrifiante, est de réaliser que votre famille ne vous aime pas. Ce n'est pas le cas. Le plus terrible, c'est de comprendre qu'ils vous ont conçu comme un plan de secours, destiné à être sacrifié pour leur enfant chéri. Le jour exact où j'ai tenu les clés de ma première maison, à l'âge de 28 ans, j'ai été confronté à un gel des avoirs, demandé par mes propres parents. Ils ne voulaient pas seulement me voler mon refuge. Ils voulaient s'en servir, pour enterrer un crime. Bonjour, et bienvenue à nouveau sur Maya Revenge Stories. Je vous remercie sincèrement, pour votre soutien continu, mais je dois vous faire part d'une triste nouvelle. YouTube a complètement démonétisé notre chaîne, nous laissant sans budget pour fonctionner. À cause de cela, nous sommes contraints de suspendre, pour le moment, la publication de nouvelles vidéos ici, et nous allons transférer l'intégralité de nos activités sur Patreon. Si vous trouvez l'histoire d'aujourd'hui captivante, s'il vous plaît, soutenez-nous en rejoignant notre famille Patreon. Vous pourrez y écouter des histoires vraies, exclusives, encore plus incroyables, plus longues, et très détaillées, que nous ne pouvons tout simplement pas publier sur YouTube, avec la participation de plusieurs doubleurs talentueux pour donner vie à chaque scène. Vous pouvez nous rejoindre en scannant le code QR sur votre écran, ou en cliquant sur le lien Patreon dans la description, ou dans le commentaire épinglé de cette vidéo. À présent, commençons l'histoire d'aujourd'hui, racontée du point de vue de notre protagoniste, Adeline Gordon. Le soleil du matin se déversait à travers les vitraux d'origine de ma maison victorienne classique, récemment achetée dans la banlieue calme de Denver, au Colorado. L'odeur de peinture fraîche, et de parquet ciré, flottait dans l'air, un parfum qui ressemblait exactement à un nouveau départ, chèrement acquis. Je me tenais au milieu du salon vide, savourant le calme et la paix pour lesquels je m'étais battu toute ma vie. Mais cette paix était incroyablement fragile. Mon téléphone a vibré agressivement sur le comptoir en marbre de la cuisine, sonnant pour la 5e fois consécutive, ce bruit strident et incessant résonnant contre les murs nus, comme le signal d'une tempête imminente. Pour comprendre pourquoi je me tenais seul dans cette magnifique maison, me préparant à répondre à un appel que je redoutais, il faut d'abord comprendre sur quelle base j'ai été élevé. À 16 ans, alors que les autres jeunes de mon âge se souciaient de leur robe de bal et de leur soirée de week-end, je récurais des sols, et je tenais la caisse d'une station-service locale. Je travaillais tard dans la nuit, imprégné d'une odeur de café bon marché et d'huile de moteur, uniquement pour pouvoir me payer mes propres manuels scolaires, mes cahiers, et mes manteaux d'hiver. Mes parents, Arthur et Béatrice, n'avaient jamais le moindre centime pour moi. Pourtant, ils avaient toujours des poches sans fond pour mon frère, Julien. Julien avait 4 ans de plus que moi, et mes parents le couvraient sans cesse d'éloges, le présentant comme un brillant prodige des affaires. Pendant que je comptais mes pièces de monnaie pour m'acheter à manger le midi, Julien recevait toutes les ressources imaginables. Mes parents lui achetaient ses voitures, payaient ses cotisations de confrérie, et finançaient son train de vie irresponsable, totalement convaincu qu'il était destiné à un avenir grandiose. J'ai compris très tôt que je ne pouvais compter que sur moi-même. J'ai payé l'intégralité de mes études universitaires, en contractant d'énormes prêts étudiants, tout en cumulant 3 emplois différents. Je servais des tables le week-end, je donnais des cours d'économie aux étudiants de première année en semaine, et je remplissais les rayons d'une épicerie pendant la nuit. J'ai à peine dormi pendant 4 ans, mais j'ai obtenu mon diplôme en tête de ma promotion. J'ai ensuite investi cette même énergie débordante dans ma carrière. Après des années de travail acharné, sans vacances, à faire des semaines de 80 heures,
j'ai décroché mon poste actuel de directrice financière principale chez Aéromidian Solutions, une immense entreprise de logistique technologique. Je réussissais, j'étais respecté dans mon domaine, et je ne devais rien à personne. Est-ce qu'Arthur et Béatrice s'en souciaient? Pas le moins du monde. Lors des rares dîners de famille auxquels j'assistais, mes promotions professionnelles étaient accueillies par des regards vides, ou un simple hochement de tête dédaigneux, avant que Béatrice ne change rapidement de sujet. Pour parler, à nouveau, de Julian. Julian avait récemment lancé une start-up de technologie énergétique. Ce n'était qu'un projet de vanité surévalué, qui accumulait sans cesse des pertes financières colossales. Pourtant, mes parents le présentaient fièrement à leurs amis comme s'il était un visionnaire de la Silicon Valley. Lorsque ses comptes d'entreprise se vidaient, Arthur et Béatrice piochaient discrètement dans leur propre épargne retraite, et hypothéquaient leurs biens, pour réinjecter des capitaux dans son navire en perdition. J'observais leur dynamique toxique à distance, et je me suis fait une promesse silencieuse. J'ai secrètement économisé mon argent pendant 10 longues années. Chaque prime d'entreprise, chaque augmentation de salaire, chaque dollar économisé allait sur un compte caché, destiné uniquement à l'achat de ma première maison. Je n'en ai jamais touché un mot à ma famille. Je savais, avec une certitude absolue, que si mes parents découvraient que j'avais des liquidités, ils me manipuleraient émotionnellement pour que je leur donne cet argent afin d'investir dans les projets de Julian. Je refusais que mon sang, ma sueur, et mes nuits blanches servent à alimenter les délires de mon frère. Le jour de la signature pour la maison de Denver s'est déroulé sans accroc. Les documents juridiques ont été signés. Le vendeur m'a serré la main, et les lourdes clés en laiton étaient enfin à moi. J'ai passé l'après-midi à me promener dans les couloirs vides, imaginant la vie paisible que j'allais y construire. Mais cette victoire fut brutalement interrompue. Le soir même, alors que le soleil se couchait derrière les montagnes du Colorado, mon téléphone s'est éclairé, affichant un email automatique de ma banque. L'objet du message m'a noué l'estomac, et a glacé mon sang. Un privilège de créancier officiel venait d'être déposé contre ma propriété récemment acquise par une société à responsabilité limitée inconnue, gelant ainsi légalement mon bien. J'avais à peine déverrouillé ma porte d'entrée, et quelqu'un venait déjà me retirer mon refuge. J'ai fixé l'écran lumineux de mon téléphone, mon pouls battant un rythme frénétique contre mes côtes. Un privilège sur ma propriété. Dans le monde impitoyable de la finance d'entreprise, une hypothèque légale soudaine de la part d'un créancier équivaut à une sentence de mort financière. Cela gèle instantanément toute la valeur nette, bloquant toute possibilité de vendre, de refinancer, ou même de revendiquer pleinement la propriété du bien. J'ai couru vers mon ordinateur portable, mes doigts glissant à toute vitesse sur le clavier, contournant les moteurs de recherche classiques pour me connecter directement au portail public du greffe du comté. Le document juridique avait été déposé sous le nom d'une société à responsabilité limitée vague, récemment enregistrée, mais je traque des sociétés écrans et des comptes offshore pour gagner ma vie. Il m'a fallu moins de 10 minutes pour percer leur fragile écran de fumée corporatif. L'entité était enregistrée au nom d'Arthur Gordon, mon propre père. Le dépôt légal était un chef-d'œuvre absolu de fausses déclarations financières. Il affirmait que 150 000 $ de mon apport personnel n'étaient pas le fruit de mes propres économies durement gagnées, mais provenaient d'un prénom autorisé, tiré d'un compte fiduciaire de la famille Gordon. La mise en demeure jointe au document était explicite, et d'une cruauté absolue. Soit je liquidais la propriété immédiatement pour rembourser cette dette fictive, soit je transférais 80% de la valeur nette de la maison directement à la start-up d'énergie de Julian, pour régler le litige. Avant même que je ne puisse réaliser l'audace de cette extorsion, des coups violents et insistants ont fait trembler ma porte d'entrée en chêne massif. J'ai descendu le couloir, le bois ciré froid sous mes pieds nus. J'ai ouvert brusquement la porte.
Arthur et Béatrice se tenaient sur mon porche, sous la lumière déclinante de la soirée. Il n'y avait aucun sourire chaleureux, aucun cadeau de pendaison de crémaillère, aucune félicitation pour avoir franchi cette étape pour laquelle je m'étais battu pendant 10 ans. Arthur n'a même pas pris la peine d'entrer, avant de plaquer violemment un épais dossier Kraft contre ma poitrine. Signe ça, m'a-t-il ordonné, d'une voix totalement dépourvue de chaleur paternelle, ressemblant plus à celle d'un liquidateur d'entreprise qu'à celle d'un père. Nous avons un notaire mobile qui attend dans la voiture au bord du trottoir. J'ai ouvert le dossier lourd. Juste au-dessus, se trouvait un acte de renonciation méticuleusement rédigé pour transférer le titre de ma maison à l'entreprise de Julien. Béatrice s'est avancée, ses yeux se remplissant déjà de larmes manipulatrices, utilisées comme une arme. Elle a tendu la main et a saisi mon poignet, avec une poigne étrangement serrée et désespérée. S'il te plaît, fais-le, a-t-elle supplié. La voix tremblante d'une hystérie bien orchestrée. Ton frère traverse juste un léger problème de trésorerie. Le marché de l'énergie est difficile en ce moment, et ses investisseurs se retirent. Si tu ne nous laisses pas utiliser cette maison pour obtenir une hypothèque commerciale. D'ici la fin de la semaine, l'entreprise de Julien va faire faillite. Tu as un excellent poste de directrice. Tu gagnes beaucoup d'argent. Tu peux très bien louer un bel appartement pendant encore quelques années. La famille s'entraide. Le sang est plus fort que l'eau. J'ai dégagé violemment mon bras de son étreinte étouffante, fixant ces deux personnes qui m'avaient mis au monde comme s'il s'agissait de dangereux inconnus. Êtes-vous complètement devenu fou, ai-je répliqué, la voix tremblante sous le poids de plusieurs années de colère refoulée. Je n'ai pas acheté cette maison avec votre argent. Je l'ai achetée grâce à mes doubles gardes, à mes vacances sacrifiées, et à mes primes d'entreprise dont vous n'avez même jamais pris la peine de me parler. Je ne céderai pas ma maison pour renflouer le projet raté de Julien. Partez de chez moi tout de suite, avant que j'appelle la police pour violation de domicile. Le visage d'Arthur s'est durci, se transformant en un masque de pure méchanceté. Le patriarche poli de la classe moyenne supérieure a disparu en un instant, remplacé par un prédateur impitoyable et acculé. Si tu ne signes pas ce papier. À la seconde même, a grogné Arthur, en s'avançant agressivement vers moi, je vais te traîner devant les tribunaux civils jusqu'à ce que tu sois ruiné. J'ai des preuves écrites irréfutables que tu as fraudé la fiducie familiale pour acheter cette maison. Quand j'en aurai fini avec toi, Aéromidian Solutions ne va pas seulement te licencier, ils te poursuivront en justice pour vol d'entreprise. Tu perdras ta carrière, ta réputation impeccable, et cette maison. Choisis bien. J'ai claqué la porte de toutes mes forces au nez de mes parents, verrouillant immédiatement le pen dormant et la chaîne de sécurité. Mes mains tremblaient si violemment que je pouvais à peine déverrouiller mon téléphone. J'ai composé le numéro de mon avocat spécialisé en immobilier, tout en arpentant mon salon vide, cherchant mon souffle. Il a répondu dès la deuxième sonnerie, ayant déjà consulté les documents judiciaires d'urgence après avoir reçu mon SMS paniqué. Sa voix, à l'autre bout du fil, était grave, totalement dépourvue de son professionnalisme enjoué habituel. Je regarde les documents déposés en ce moment même, a-t-il dit lentement. Chaque mot tombant comme une pierre. Ils n'ont pas seulement falsifié une réclamation de créance ordinaire. Ils ont joint une procuration signée à cette hypothèque. Elle accorde légalement à ton père un contrôle fiduciaire total sur tes biens immobiliers et tes actifs financiers. Je me suis arrêté net. Le grand salon m'a semblé soudainement minuscule et étouffant. Les murs semblaient se rapprocher de moi. C'est juridiquement impossible. Ai-je insisté, la panique me montant rapidement à la gorge. Je ne lui ai jamais signé de procuration. Jamais. Mon avocat a poussé un profond soupir, ce bruit redouté résonnant dans le récepteur. Je regarde le document numérisé, provenant du greffe du comté.
Le sceau du notaire est authentique. La date remonte à 3 ans jour pour jour. La signature est bien la tienne. C'est une correspondance exacte. Quoi qu'ils aient fait, ils ont préparé ce piège il y a très longtemps. Le téléphone a glissé lentement de mon oreille. Le sol sous mes pieds a semblé se dérober. J'étais complètement prise au piège. La guerre psychologique a commencé avant même que le soleil ne se lève, le lendemain matin. Mon téléphone a vibré sans arrêt sur la table de nuit, manquant presque de tomber par terre. J'ai balayé l'écran d'un geste encore ensommeillé, pour me retrouver face à un déluge de notifications sur tous les réseaux sociaux. Ma mère avait tiré le premier coup sur Facebook, mais mon père s'était attaqué à LinkedIn, le réseau même où ma réputation professionnelle s'était construite, et où elle vivait. Il ne me nommait pas directement, mais les allusions étaient d'une violence limpide. Il publiait de longs paragraphes larmoyants sur la maltraitance des personnes âgées, et la trahison des enfants ingrats. Mon père a rédigé une publication très en vue, expliquant comment une certaine femme cadre chez Aéromédian Solutions aurait prétendument dépouillé ses parents vieillissants de leur retraite, pour s'offrir un train de vie somptueux et égoïste. En quelques heures, leurs sbires manipulés sont passés à l'attaque. Ma boîte de réception a été inondée de messages venimeux d'oncles, de tantes, et d'amis de la famille, qui n'avaient pourtant jamais pris la peine de me demander comment j'allais pendant mes dures années d'études. Désormais, ils se posaient soudainement en défenseur de la justice. Ils me traitaient de monstre de sang-froid, m'accusaient d'être un requin de la finance sans cœur, qui laissait sa famille en difficulté mourir de faim dans la rue. Message après message, on exigeait que je présente mes excuses, que je me mette à genoux, et que je cède la propriété à mon frère, pour réparer mes torts imaginaires. L'ampleur de cette haine était étouffante. J'étais enfermé dans ma magnifique nouvelle maison, totalement isolée, regardant ma réputation se faire détruire publiquement, morceau par morceau. Les murs de la bâtisse semblaient se refermer sur moi, transformant mon havre de paix en une véritable prison psychologique. Puis, le téléphone a sonné. C'était Julien. J'ai décroché, mon doigt planant instinctivement au-dessus du bouton d'enregistrement de mon second appareil. Sa voix ne trahissait aucun désespoir. Et il ne semblait pas du tout désolé. Il avait l'air dangereusement amusé. Tu devrais vraiment signer cet acte, a-t-il ricané, en utilisant le surnom d'enfance que je détestais au plus haut point. Ce n'est qu'une maison, mais ta carrière, elle, c'est toute ton identité. Ce serait vraiment dommage que ton service des ressources humaines reçoive soudainement un signalement anonyme, accompagné de documents comptables, montrant que tu as détourné des fonds de l'entreprise pour acheter de l'immobilier. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Il menaçait explicitement de me faire accuser de fraude professionnelle, si je ne me pliais pas à leur chantage. Tu n'oserais pas, ai-je chuchoté, même si ma voix tremblait de façon incontrôlable. Julien s'est contenté de rire, d'un rire cruel qui a résonné et m'a soulevé le cœur. Et c'est pour voir. Je n'ai absolument rien à perdre en ce moment, alors que toi, tu as tout à perdre. Sa menace n'était pas un simple coup de bluff. À la mi-journée, le poison s'était déjà infiltré, complètement, dans ma vie professionnelle. Ma ligne professionnelle sécurisée a sonné. C'était la directrice des ressources humaines de chez Aéromédian Solutions, qui me demandait de me rendre immédiatement dans son bureau. Entrer dans cette pièce aux parois de verre m'a donné l'impression de marcher vers ma propre exécution. Les rumeurs en ligne avaient attiré l'attention de nos responsables de la conformité éthique. Les publications vagues, mais ciblées, de mes parents menaçaient directement l'image publique irréprochable de l'entreprise. Je me suis assise sur la chaise en cuir rigide, enfonçant mes ongles profondément dans mes paumes, pour empêcher mes mains de trembler de façon trop visible. Je devais m'appuyer sur la moindre once de mon parcours irréprochable, accumulé pendant ces 5 dernières années.
J'ai regardé la directrice droit dans les yeux, et j'ai demandé un délai de grâce. J'ai expliqué clairement que j'étais la victime d'une campagne d'extorsion financière coordonnée, menée par des proches déséquilibrés. J'ai demandé exactement 2 semaines pour régler ce chaos personnel, avant qu'ils ne prennent des mesures disciplinaires, ou ne me placent en congé administratif. Heureusement, mon passé fait de dévouement sans faille, et d'audit parfait m'a permis d'obtenir cette étroite et fragile fenêtre de tir. Je suis retourné chez moi en voiture, dans un état d'effondrement psychologique total. Le silence du salon non éclairé était écrasant. J'ai glissé le long du mur fraîchement peint, et je me suis retrouvé sur le parquet, ramenant mes genoux serrés contre ma poitrine. L'envie d'abandonner était devenue écrasante. Il aurait été si facile de simplement signer ces papiers, de leur donner la maison, et de faire cesser ce bruit insupportable et assourdissant. J'ai enfoui mon visage dans mes mains, prête à m'abandonner aux ténèbres dans lesquelles il m'avait plongé. Mais, alors que j'essuyais mes larmes de fatigue extrême, mes yeux se sont posés sur les callosités rugueuses et permanentes, à la base de mes doigts. Ces callosités étaient les cicatrices physiques d'années passées à laver de la vaisselle brûlante dans des plongeuses industrielles, à agripper des volants lors de gardes de livraison nocturne, et à serrer des stylos bon marché pendant des nuits blanches d'études. J'ai caressé cette peau endurcie, et mon désespoir écrasant s'est soudainement évaporé, remplacé à l'instant même par une colère blanche, aussi acérée qu'un rasoir. Il ne m'avait pas construite, et il n'allait absolument pas me briser. Je me suis levé, j'ai essuyé mon visage, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Cette fois-ci, je n'ai pas appelé mon avocat en immobilier. À la place, j'ai envoyé un acompte massif à un détective privé redoutable, et j'ai composé le numéro du meilleur avocat en litige de fraude financière de tout l'État du Colorado. Je me tenais parfaitement immobile dans la salle de conférence stérile, et fortement climatisée, de mon nouvel avocat. Étalé sur la grande table en acajou, se trouvaient des agrandissements haute résolution de la procuration que mon père avait déposé auprès du greffier du comté. Mon avocat, un ancien procureur fédéral impitoyable, spécialisé exclusivement dans les fraudes financières à grande échelle, m'observait en silence tandis que je me penchais sur les documents. Je suis directrice financière principale. Je passe 60 heures par semaine à analyser des grands livres comptables complexes, à identifier des anomalies fiscales, et à traquer des actifs détournés. Les chiffres, la mise en page, et les documents légaux racontent une histoire bien précise. Et l'histoire que racontait ce document était un mensonge grossier, empreint d'arrogance. J'ai étudié l'espacement des paragraphes, la légère pixelisation numérique autour du tampon du notaire, et, surtout, l'emplacement exact de ma signature au bas de la page. Le débit d'encre, et les marques de pression, étaient authentiques. Mais la typographie du texte environnant ne correspondait absolument pas. Cela m'a frappé comme un coup de poing en pleine poitrine. La signature était bel et bien la mienne, mais le texte avait été entièrement fabriqué de toutes pièces. J'ai fermé les yeux, et j'ai forcé ma mémoire à remonter exactement 3 ans en arrière. J'étais alors dans mon dernier semestre universitaire, particulièrement éprouvant, et je cherchais désespérément à obtenir un prêt étudiant complémentaire pour couvrir mes frais de remise des diplômes. Mon père m'avait coincé dans la cuisine, exigeant que je signe une page d'autorisation financière vierge. Il affirmait qu'il remplirait ces informations de garant plus tard, pour m'éviter de rater mes examens finaux en devant me déplacer à la banque. J'étais épuisé, stressé, et je lui avais fait aveuglément confiance. Il n'a jamais déposé cette demande. Au lieu de cela, il a gardé cette feuille de papier, signée en blanc, cachée dans son bureau, pendant 3 années entières. Quand j'ai acheté ma maison, et a méticuleusement scanné cette vieille signature, là, fusionnée numériquement avec un faux modèle juridique lui accordant le contrôle fiduciaire total de mes biens,
et a visiblement corrompu un notaire véreux pour antidater le tampon officiel. C'était une embuscade financière calculée et préméditée. Alors que j'expliquais cette méthodologie précise à mon avocat, la lourde porte vitrée de la salle de conférence s'est ouverte. Le détective privé que j'avais engagé est entré, jetant un dossier épais, rempli d'onglets, directement sur la table en acajou. Il ne s'est pas embarrassé de salutations ou de présentations polies. Il m'a regardé droit dans les yeux, et a lâché une bombe qui a complètement brisé la réalité que je croyais connaître. La start-up de technologie énergétique de Julian, si encensé, et dont mes parents se vantaient sans cesse, était un navire fantôme. Le détective avait récupéré les déclarations d'impôts de la société, les factures d'électricité, et les baux commerciaux. L'entreprise n'avait aucun brevet déposé, aucun prototype fonctionnel, et absolument aucun employé légitime sur sa liste de paie. Ce n'était qu'une société écran vide, une façade financière hautement sophistiquée, conçue pour impressionner les observateurs superficiels tout en ne générant, en réalité, absolument aucun revenu sur le marché. Mais la vérité, terrifiante, allait bien au-delà du simple fait que mon frère soit un entrepreneur raté. Julian n'avait pas seulement joué à l'homme d'affaires. Il s'était livré à un jeu extrêmement dangereux, et totalement illégal, de fraude fédérale, en utilisant un portefeuille d'entreprises fictif et des projections de revenus falsifiées. Mon frère avait postulé, avec succès, pour obtenir une subvention fédérale massive pour l'innovation, accordée par le gouvernement des États-Unis. Le montant total s'élevait à 500 000 $ exactement. Cette subvention était explicitement destinée à financer la recherche sur les énergies renouvelables. Au lieu de cela, l'expert comptable légiste engagé par le détective a tracé les fonds directement depuis le compte de l'entreprise de Julian vers un réseau complexe et chaotique de plateformes d'échange de crypto-monnaies offshore et de cercles de jeux clandestins. Mon frère, soi-disant génial, lorgnait sur un demi-million de dollars d'argent public fédéral, et l'avait entièrement dilapidé dans des devises numériques et sur des tables de poker clandestines. Chaque centime avait disparu. Les pièces de ce puzzle désespéré se sont assemblées, brutalement, dans mon esprit analytique, dessinant une image civile et dépravée qu'elle m'a soulevé le cœur. Un audit fédéral obligatoire du programme de subvention de Julian était prévu pour la fin du trimestre financier en cours. Le gouvernement venait vérifier l'utilisation de ces 500 000 $. Lorsque les auditeurs trouveraient les comptes de la société totalement vides, Julian serait immédiatement inculpé de fraude électronique et de détournement de fonds au niveau fédéral. Mes parents savaient. Arthur et Béatrice savaient exactement ce que leur précieux enfant chéri avait fait. Mais au lieu de l'obliger à faire face aux conséquences juridiques dévastatrices de ces actes catastrophiques, ils se sont tournés vers moi. Ils ont regardé mes 10 années de labeur acharné, mes sacrifices personnels sans fin, mes vacances manquées, et ma note de crédit impeccable, que j'avais méticuleusement construite. Ils n'ont pas vu une fille. Ils ont vu une pinata de cash, pratique et jetable. Leur plan était d'une simplicité effrayante, et d'une cruauté absolue. Ils avaient l'intention de me voler ma maison nouvellement acquise grâce à la fausse hypothèque, de forcer une vente rapide, et d'utiliser ma valeur nette, si durement acquise, pour renflouer secrètement le compte de la subvention fédérale de Julian avant l'arrivée des auditeurs gouvernementaux. Ils étaient tout à fait disposés à détruire ma vie entière, à me laisser à la rue, et à ruiner ma carrière professionnelle impeccable, uniquement pour acheter à leur fils criminel un passe-droit secret pour lui éviter la prison. J'ai réalisé, dans cette salle de conférence glaciale, que je n'avais plus affaire à un simple conflit civil familial autour d'un bien immobilier de banlieue. Mes propres parents tentaient activement de faire de moi la complice involontaire d'une vaste opération de blanchiment d'argent, destinée à dissimuler un crime fédéral. Mon avocat s'est adossé à sa chaise en cuir, le visage grave et d'un sérieux absolu.
Il m'a conseillé d'apporter immédiatement le dossier du détective au service de police local, afin de porter plainte au pénal pour la fausse hypothèque sur ma propriété. Il m'a assuré que nous pourrions faire arrêter Arthur avant la tombée de la nuit, mais j'ai secoué la tête, un calme terrifiant m'envahissant soudain. Un simple rapport de police leur aurait mis la puce à l'oreille. Ils auraient engagé des avocats de la défense hors de prix, détruit les preuves numériques, déplacé les derniers actifs cachés, et m'auraient traîné dans des années de litiges épuisants tout en tissant un réseau de mensonges face aux autorités. J'avais besoin qu'ils se sentent en totale sécurité, absolument victorieux, et complètement intouchables. Le tribunal civil avait déjà ordonné une séance de médiation standard pour la semaine suivante, afin de tenter de résoudre le conflit sur l'hypothèque immobilière avant un éventuel procès. J'ai regardé mon avocat, ainsi que le détective privé, mon esprit de financière fonctionnant désormais avec une précision froide et chirurgicale. Je leur ai dit que nous allions participer à cette médiation, que j'allais entrer dans cette pièce en jouant le rôle de la fille vaincue, brisée, et obéissante, et que j'allais concevoir un piège si parfait que, lorsque la mâchoire se refermerait enfin, ma famille n'aurait même plus le souffle nécessaire pour parler, et encore moins pour lutter. La médiation s'est déroulée au 42e étage d'un cabinet d'avocats très prestigieux. En plein centre-ville, à huis clos, dans une salle de conférence aux parois vitrée aussi stérile et froide qu'un bloc opératoire. La lourde table en acajou s'étirait entre les chaises en cuir qui se faisaient face, comme un champ de bataille en bois ciré. Je suis arrivé exactement 30 minutes en avance, vêtu de mon tailleur gris anthracite le plus élégant, assise parfaitement immobile à côté de mon avocat. Ma posture était rigide, mon expression volontairement vide. J'avais passé toute ma vie d'adulte à maîtriser l'art de projeter le calme dans des réunions de direction sous haute pression, mais aujourd'hui, j'utilisais une stratégie bien différente. Je devais ressembler à une femme qui avait fini par se briser. Arthur, Béatrice et Julien ont franchi les lourdes portes vitrées avec un bon quart d'heure de retard. C'était une démonstration de force classique, délibérée, visant à me faire sentir petite et soumise. Ils avaient l'air absolument radieux, rayonnant de la confiance arrogante de prédateurs persuadés d'avoir coincé leur proie. Julien portait un costume sur mesure bleu marine, et une montre de marque tape à accent grave l'œil. Des accessoires sans doute achetés avec les fonds publics volés qu'il avait imprudemment dilapidés au jeu. Béatrice serrait un sac à main en cuir de luxe, m'adressant un sourire pincé et condescendant qui m'a donné des frissons. Arthur n'a même pas daigné me regarder. Il s'est assis, a ajusté sa cravate en soie, et a salué d'un hochement de tête sec l'avocat qu'ils avaient engagé, un homme à l'allure soignée, au teint très bronzé, qui a immédiatement ouvert sa mallette avec un geste théâtral et agressif. Leur avocat n'a pas perdu une seule seconde en politesse. Il a jeté un mince dossier Kraft au milieu de la table en acajou, me fixant avec un regard d'intimidation bien rodé. Il a prononcé leur ultimatum absolu, sa voix résonnant fortement dans la pièce silencieuse. J'avais exactement 24 heures pour signer de mon plein gré l'acte de cession de ma nouvelle propriété à l'entreprise de Julien. Si je refusais, ils intenteraient immédiatement une action civile formelle pour fraude financière contre la fiducie familiale. De plus, il m'a explicitement menacé de transmettre un dossier entièrement inventé, détaillant mes prétendues fautes éthiques, directement au service des ressources humaines d'Aéromédian. Solution, s'assurant ainsi que je serais licencié. Mise sur liste noire dans le secteur de la finance d'entreprise, et laissé totalement sans ressources. J'ai laissé retomber mes épaules vers l'avant, permettant à mes mains de trembler légèrement alors que je les joignais sur mes genoux. J'ai baissé les yeux vers le bois ciré, jouant à la perfection le rôle de la fille terrifiée. Vaincue. La médiatrice nommée par le tribunal, une femme sévère d'une cinquantaine d'années, s'est raclé la gorge, puis a appuyé sur le bouton du petit enregistreur numérique placé au milieu de la table, afin d'enregistrer
Légalement la séance. J'ai pris une inspiration tremblante, calculée, et j'ai regardé mon frère droit dans les yeux, de l'autre côté de la table. Avant de te céder ma vie entière. Elle chuchotait, en m'assurant que ma voix se brise juste assez pour paraître complètement terrassée, avant de perdre la seule chose pour laquelle j'ai travaillé pendant 10 ans, j'ai juste besoin de savoir la vérité. Julian, pour ma propre santé mentale, qui dois-tu rembourser exactement avec cette maison? Est-ce vraiment pour sauver ton entreprise d'énergie? Julian s'est adossé à son fauteuil en cuir de luxe, croisant les doigts derrière sa tête. L'arrogance pure, et sans filtre, qui émanait de lui était proprement nauséabonde. Il me regardait non pas comme sa sœur, mais comme un désagrément mineur, facile à écraser. Il n'a pas pu résister à l'envie de jubiler devant l'enregistrement officiel. Les narcissiques n'y parviennent jamais. Oh, a dit, a ricané Julian, en secouant la tête avec un rire cruel et moqueur. Tu as toujours été si dramatique. Tu penses qu'il s'agit d'une maison? Tu t'imagines vraiment être notre égal dans cette famille? Tu es un outil. Tu as toujours été un outil. Maman et papa n'ont jamais attendu de toi autre chose que d'être mon filet de sécurité financier. Quand mes affaires ont besoin de fonds, c'est toi qui les fournis. C'est ton unique but ici-bas. Tu n'es pas une fille. Tu es juste l'éboueuse de la famille, destinée à nettoyer nos bêtises et à payer les factures. Alors oui, ta petite maison va régler mon problème de trésorerie. Maintenant, arrête de pleurer, prends ce stylo, et fais ce pourquoi tu es né. J'ai jeté un regard l'envers mes parents. Béatrice souriait chaleureusement, hochant la tête en accord parfait avec chaque mot humiliant que Julian venait de prononcer. Arthur avait l'air de s'ennuyer profondément, attendant simplement que je capitule. Le tremblement de mes mains s'est arrêté instantanément. Le masque de la fille brisée, et terrifiée, s'est évaporé dans l'air. J'ai redressé ma colonne vertébrale, rejetant mes épaules en arrière, alors qu'un calme glacial et profond m'envahissait. J'ai regardé Julian droit dans les yeux, et le sourire suffisant sur son visage s'est estompé pour la toute première fois. Merci, Julian, ai-je dit, ma voix résonnant avec une clarté limpide et une autorité redoutable. Cet aveu d'intention est exactement ce dont j'avais besoin pour l'enregistrement audio officiel. Avant même que leur avocat trop sûr de lui ne puisse réaliser le changement soudain de mon attitude, j'ai plongé la main dans ma sacoche en cuir. J'en ai sorti un classeur énorme et lourd, faisant bien 8 cm d'épaisseur, et je l'ai abattu sur la table en acajou dans un claquement assourdissant. J'ai fait glisser le premier document sur le bois ciré, le poussant directement sous les yeux de mon père. C'est une déclaration sous serment, certifiée par un expert en graphologie de la police fédérale, ai-je déclaré froidement, tout en regardant la couleur. Quitter le visage arrogant d'Arthur. Elle prouve légalement que la signature sur la procuration que vous avez déposée est un montage falsifié, tiré d'un document de prêt étudiant que j'ai signé il y a exactement 3 ans. Cela annule complètement votre hypothèque frauduleuse. Mais honnêtement, Arthur, la falsification civile est le cadet de vos soucis en ce moment. Leur avocat s'est jeté vers l'avant, ses mains s'emparant nerveusement des documents. Son calme professionnel volant en éclats. Nous arrêtons cette médiation immédiatement, a-t-il aboyé, en tendant le bras pour éteindre l'enregistreur. Mes clients ne répondront plus à aucune question. Mon avocat a tendu calmement le bras pour intercepter sa main. Maintenant l'enregistreur numérique allumé. Personne ne quitte cette pièce, a dit mon avocat, sa voix prenant un ton grave et menaçant. Il a sorti son téléphone portable, a appuyé sur un seul bouton, puis a regardé vers les lourdes portes vitrées de la salle de conférence. La porte s'est ouverte. 2 personnes de grande taille, portant des costumes sombres et arborant des expressions austères, sont entrées. Ils ne ressemblaient pas à des avocats d'affaires. Ils se déplaçaient avec l'autorité lourde,
et reconnaissable, des forces de l'ordre fédéral. Passant devant la médiatrice, ils se sont arrêtés juste derrière la chaise de Julien, glissant la main dans leur poche intérieure pour en sortir des badges dorés. Julien Gordon, a dit l'agent le plus grand, d'une voix totalement dénuée d'émotion. Nous sommes des agents spéciaux de l'unité des crimes financiers. Le silence dans la pièce était absolu, lourd et étouffant. Le corps de Julien, moulé dans son costume de marque, s'est entièrement figé. Son sourire suffisant a disparu, remplacé par le teint livide d'un cadavre. Je me suis penché en avant, posant mes coudes sur la table, et j'ai plongé mon regard directement dans les yeux terrifiés de ce frère qui venait de me traiter d'éboueuse. Je ne me suis pas contenté d'enquêter sur la fausse hypothèque, lui ai-je dit, ma voix dépourvue de la moindre sympathie. J'ai demandé à un détective privé et à un expert comptable d'analyser l'ensemble des activités de ton entreprise. Il y a exactement 48 heures, j'ai remis un dossier complet, et non caviardé, aux autorités fédérales. Ils ont les documents comptables prouvant que ton entreprise d'énergie est une coquille vide. Ils ont les adresses IP des comptes de crypto-monnaies offshore. Ils ont les reçus numériques des cercles de jeux clandestins. Et ils ont la trace écrite exacte montrant que tu as détourné 500 000 $ de subventions fédérales, et que toi et nos parents avaient conspiré pour voler ma maison afin de blanchir ces fonds disparus, avant l'audit du gouvernement. Arthur a laissé échapper un gémissement étouffé, portant la main à sa poitrine. Alors qu'il s'effondrait sur sa chaise, totalement paralysé par l'ampleur du piège dans lequel il s'était jeté aveuglément. Béatrice, quant à elle, a complètement perdu son sang-froid. Elle a bondi de sa chaise, qui est tombée lourdement sur le sol derrière elle. Elle s'est jetée contre le bord de la table en acajou, des larmes d'une terreur réelle, et non feinte, coulant sur son visage alors qu'elle tendait ses mains tremblantes vers moi. « Adeline, s'il te plaît » a hurlé Béatrice, la voix brisée par l'hystérie. Alors que les agents fédéraux posaient fermement leurs mains sur les épaules de Julien. « Tu devais arrêter ça. Dis-leur que tu t'es trompé. Retire ces documents. C'est ton propre frère, ton sang. Tu es en train de le tuer, tue-le. Tu. J'ai regardé cette femme qui avait passé 28 ans à me traiter comme une ressource négligeable. Je n'ai absolument rien ressenti. Ni colère, ni tristesse, ni culpabilité, juste un vide total et libérateur. J'ai lentement rangé mes affaires dans ma sacoche, j'ai refermé les loquets en laiton, et je me suis levé. La seule chose qui le tue, c'est votre aveuglement, ai-je répondu, ma voix résonnant comme de la glace dans cette pièce en plein chaos. Quant à moi, je ne fais que sortir les poubelles. La séance de médiation n'a pas simplement échoué, elle a complètement volé en éclats. Le juge civil en charge de l'affaire a été immédiatement informé de l'intervention fédérale, et en moins de 48 heures, l'hypothèque frauduleuse sur ma maison a été officiellement, et définitivement, annulée par décision de justice. Le greffe du comté a effacé cette tâche de mon titre de propriété. Quant à Julien, il n'a même pas pu sortir du palais de justice du centre-ville. Les agents fédéraux lui ont passé les menottes au beau milieu du hall en marbre bondé, lui lisant ses droits à voix haute, sous les yeux stupéfaits des avocats et des juristes présents. Au cours des mois suivants, la justice a réduit en poussière les faux-semblants de la famille Gordon. Julien a été jugé par un tribunal fédéral, et a rapidement été condamné à 5 ans de prison dans un pénitencier fédéral, pour fraude électronique et détournement de fonds. Il n'y avait aucun privilège d'enfant gâté dans une prison de haute sécurité. Arthur et Béatrice n'ont pas été épargnés non plus. Les autorités ont ouvert une vaste enquête sur leur complicité, et sur leur tentative d'entraver l'audit fédéral en blanchissant de l'argent par le biais de mon bien immobilier. Le poids écrasant des frais d'avocat a totalement vidé leur dernier compte bancaire. L'entreprise familiale a déposé le bilan pour payer leurs dettes accumulées, et leur éviter de rejoindre leur fils dans une cellule fédérale. Arthur et Béatrice ont été contraints de vendre la grande maison de banlieue
dans laquelle il vivait depuis 30 ans. Ces mêmes personnes, qui avaient conspiré pour me voler mon refuge et me laisser à la rue, s'étaient retrouvées complètement sans abri, dévorées par leur propre ambition démesurée et leur orgueil toxique. Du côté de chez Aéromédian Solutions, la tempête s'est totalement apaisée. Le service des ressources humaines, ainsi que les responsables de la conformité éthique, ont examiné les décisions de justice et ont officiellement clos leur enquête interne, me disculpant totalement. Le directeur général de l'entreprise m'a convoqué personnellement dans son bureau. Il ne s'est pas seulement excusé pour les doutes de l'entreprise. Il a salué ma résilience absolue face à une crise personnelle aussi dramatique, sans que cela n'affecte mon intégrité professionnelle. Cet après-midi-là, j'ai été officiellement promue directrice financière régionale. La conclusion définitive de ma nouvelle vie est survenue par un mardi soir très calme. Mon téléphone personnel a sonné, affichant un numéro local inconnu. J'ai répondu avec prudence. C'était Béatrice. Sa voix était méconnaissable. Dépouillée de toute son arrogance passée et de ses manières manipulatrices. Elle sanglotait, d'un sanglot creux et désespéré. Elle m'a raconté qu'elle et Arthur allaient de motel miteux en motel miteux. Et qu'ils n'avaient plus un seul centime. Elle a supplié, en pleurant au téléphone, me demandant s'il pouvait simplement venir vivre dans le garage de ma maison à Denver. Elle promettait qu'il ne me dérangerait pas, répétant qu'il n'avait absolument nulle part où aller. Je me tenais au milieu de mon magnifique salon silencieux, écoutant les supplications pathétiques de cette femme qui avait tenté de me détruire. Je n'ai ressenti aucune envie de crier, aucun désir de me réjouir de son malheur. Cette maison, ai-je répondu, d'une voix parfaitement calme et assurée, a été achetée grâce aux années passées à payer mes propres études. Elle a été achetée avec la sueur versée sur le sol de cette station-service, mes doubles gardes, et mes innombrables nuits blanches. Il n'y a pas une seule brique, dans ces fondations, qui porte ton nom ou celui d'Arthur. J'ai raccroché avant même qu'elle ne puisse reprendre son souffle pour parler. Immédiatement contacté mon opérateur, j'ai résilié ma ligne, et j'ai changé définitivement de numéro de téléphone. Le dernier lien toxique, qui me rattachait encore à eux, venait d'être rompu. Ce soir-là, je suis sorti sur le grand balcon de ma maison victorienne. Classique. L'air frais de la nuit du Colorado m'a enveloppé alors que je contemplais le quartier calme, parsemé de lumière. J'ai bu une gorgée lente d'un vin rouge de garde, savourant ce silence absolu et ininterrompu. J'avais enfin appris la leçon la plus difficile de toute ma vie. Parfois, poser des limites strictes et infranchissables est le plus grand acte d'amour envers soi-même qu'une personne puisse accomplir. Il n'y a pas eu de pardon forcé, pas de réconciliation familiale imposée, et aucun sentiment de culpabilité persistant. Il n'y avait que la paix absolue, et magnifique, d'une femme qui avait enfin repris le contrôle total de sa propre vie. Je vous remercie très chaleureusement d'être resté avec moi, et d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. J'aimerais beaucoup savoir de quelle partie du monde vous nous écoutez aujourd'hui. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Comme je l'ai mentionné au début, YouTube a complètement démonétisé notre chaîne, ce qui signifie que nous ne pourrons plus publier de nouvelles vidéos ici dans un avenir proche. Si vous avez trouvé mon parcours inspirant, et que vous souhaitez soutenir l'équipe qui lui a donné vie, s'il vous plaît, aidez-nous en nous rejoignant sur le Patreon de Maya Revenge Stories. Vous y découvrirez nos histoires vraies les plus captivantes, les plus longues et les plus détaillées, que nous ne pouvons tout simplement pas publier sur YouTube. Vous pouvez facilement rejoindre notre communauté sur Patreon en scannant dès maintenant le code QR à l'écran, ou en cliquant sur le lien fourni dans la description de la vidéo, ou dans le commentaire épinglé ci-dessous. Merci encore. Prenez soin de vous, et n'ayez jamais peur de poser vos propres limites.